Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Clara Lyonnais-Voutaz, en direct de Radio Anthropocène, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission La chèvre et le chou. En cette nouvelle saison, nous avons décidé de consacrer plusieurs émissions à la présence des animaux de rente et d'élevage en ville. Lors de la dernière émission, nous avons pu ainsi aborder la question de la gestion pastorale dans les villes avec Blandine Revaux, qui nous a présenté la bergerie urbaine et les initiatives qui existent à Lyon. Aujourd'hui, nous allons continuer à découvrir ce type d'initiative en prenant un peu de hauteur. En effet, nous allons explorer d'autres terrains situés hors de Lyon afin d'avoir cette fois-ci le regard d'une chercheuse sur ces projets. Nous accueillons donc Marlène Lagarde, qui est docteure en géographie et aménagement et qui a travaillé sur l'éco-pâturage dans sa thèse intitulée « Urbanité animale, les animaux en pâturage dans la fabrique de la ville, les cas de Nantes, Paris, Toulouse ». Bonjour Marlène. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter vos sujets de recherche et puis nous expliquer comment vous en êtes arrivé à ces questionnements ? Oui, bien sûr. Donc en fait, dès le début de mes études supérieures en géographie, j'ai développé un goût particulier pour les questions environnementales et sociales. Et donc l'animal, finalement, comme objet géographique, me permettait de croiser ces deux approches, car les animaux sont à la fois des composantes de nos écosystèmes, mais aussi des individus avec qui nous interagissons. Et finalement des symboles de ce concept si discuté qu'est la nature. Et dans mon cas, j'ai étudié les animaux domestiques dès le master avec un mémoire consacré aux bars animaliers à Londres, donc les bars à chats, bars à hérissons et d'autres types d'animaux. En effet, l'absence relative des animaux en ville a permis de créer un marché pour ces bars thématiques qui monétisent finalement en marchandise la rencontre avec des animaux. Et j'ai finalement poursuivi la question des animaux en ville en thèse en étudiant l'éco-pâturage. Et justement, vous mobilisez dans votre réponse le terme d'éco-pâturage, mais pour en arriver à notre sujet du jour, dans les affichages des communes ou dans des publications sur les réseaux sociaux, on peut retrouver à la fois les termes d'éco-pâturage et d'éco-pastoralisme. Donc, y a-t-il une différence entre ces deux pratiques ? L'éco-pâturage est vraiment le terme dédié en fait au sein des collectivités territoriales et des entreprises commanditaires de projets de ce type-là. En fait, il y a ce préfixe éco qui renvoie à l'écologie et qui permet tout de suite d'évoquer l'imaginaire de durabilité, de transition écologique. Et le pâturage désigne directement l'action mécanique des animaux sur les sols, qui sont en fait souvent situés en zone urbaine quand on parle d'éco-pâturage. On parle beaucoup des espaces verts. L'éco-pâturage était donc vraiment mon sujet de thèse parce que je voulais élucider les mécanismes qui sous-tendent ces pratiques urbaines. L'éco-pastoralisme se réfère plutôt à des projets de restauration écologique dans des espaces naturels ou semi-naturels et il met finalement l'accent sur la pratique agricole qu'est le pastoralisme. Mais on observe aussi un retour du terme de pastoralisme, de gestion pastorale, de la part d'acteurs qui souhaitent justement démarquer leur activité de la pure activité de tonte et insister sur la dimension agro-environnementale de leur mission. Ils se différencient donc des prestataires de services en éco-pâturage qui, eux, sont parfois plus des paysagistes et non des agriculteurs. D'accord. Et nous aurons l'occasion donc de revenir sur ces acteurs-là. Mais pour commencer, dans quel type de commune peut-on retrouver ce type de projet ? Est-ce que vous avez identifié un profil type d'espace où il y a de l'éco-pâturage ? Alors, on trouve de l'éco-pâturage partout en France et surtout dans le nord et le nord-ouest du pays, dans des communes souvent de quelques milliers d'habitants et comme même des grandes métropoles. En fait, ça dépend des choix des collectivités véritablement. Et on observe quand même une concentration des projets d'éco-pâturage dans les couronnes des grandes métropoles, plus précisément dans les communes de banlieue. Les espaces ouverts sont plus nombreux. Dans le cas de Paris, j'ai étudié par exemple des projets à Clamart, à Aubervilliers, à Bagnolet, donc des communes qui sont toutes des communes de banlieue, mais avec des profils sociologiques tout à fait différents. Il n'y a donc pas de déterminisme géographique à proprement parler.
Ok. Et pour zoomer sur ces initiatives, donc à titre personnel, quand je pense à l'éco-pâturage, je visualise principalement des moutons, mais y a-t-il d'autres types d'animaux mobilisés? Et dans le cas des moutons ou d'autres espèces, y a-t-il des races qui sont particulièrement adaptées ou particulièrement présentes? Oui, c'est vrai que les moutons sont majoritaires en éco-pâturage. Quand j'ai publié ma thèse en 2023, ils représentaient 60% environ des projets étudiés dans la métropole donc de Nantes, Toulouse et Paris. Mais si je tiens compte seulement des troupeaux monospécifiques, donc avec une seule race. Si je comptabilise aussi les troupeaux mixtes, on va retrouver pas mal de troupeaux avec des ovins et des caprins, donc plutôt des moutons et des chèvres. Et là, on va arriver à 3/4 des projets. Et parmi les ovins, on va trouver des races souvent locales. Par exemple, à Nantes, le Land de Bretagne ou le mouton Belle-Île. Mais on va aussi trouver vraiment partout les moutons d'Ouessant, partout en France. C'est une espèce qui a été sauvée de l'extinction dans les années 70 pour progressivement être utilisée vraiment pour l'entretien de la végétation. C'est un mouton de petite taille, il mesure moins de 50 cm au garrot et pèse moins de 20 kg, ce qui le rend facilement transportable pour être amené en ville. Et il n'est pas valorisé pour sa viande ou son lait, il est donc vraiment déconnecté des filières agricoles, des rythmes qu'elles imposent aussi. Donc, il n'y a pas de traite, voilà, de départ aux abattoirs imposés. Donc, il est vraiment adapté à l'éco-pâturage. On le trouve aussi dans quelques fermes pédagogiques. Mais on peut aussi trouver d'autres types d'animaux. Je pense aux éco-pâturages bovins à Nantes, où l'élevage bovin est déjà là, est déjà structurant. Et plus rarement, on trouvera des chevaux, des ânes ou même des camélidés, comme des lamas ou des alpagas. Et ces grands herbivores ont aussi l'avantage de pouvoir protéger le troupeau, éventuellement. Et justement, pour protéger les troupeaux, donc au-delà des camélidés, on pourrait penser naïvement aux chiens de troupeau. Est-ce qu'il y en a dans les prestations d'éco-pâturage et est-ce qu'ils jouent un rôle en particulier? Alors, la présence de chiens de troupeau est très rare en éco-pâturage parce qu'ils sont souvent considérés comme dangereux pour le public. Comme les projets sont souvent en zone urbaine, ça peut être problématique et ils nécessitent aussi une attention quotidienne. Finalement, beaucoup de projets s'effectuent au moyen d'enclos fermés, parfois électrifiés, rarement mobiles et pour des périodes de plusieurs semaines à plusieurs mois. Il n'y a donc pas forcément besoin de chiens de troupeau pour guider les animaux. Des chiens de troupeau, voilà, comme des border collies, qui peuvent guider et mener les animaux puisque les moutons restent statiques. Et le chien de protection n'est pas forcément nécessaire non plus. Là, on a l'exemple des chiens en patou, parce que finalement, les grillages, les clôtures protègent suffisamment le troupeau des intrusions et aussi des divagations, donc éviter que les animaux sortent. Et finalement, pour les bergers, il s'agit juste de faire descendre le troupeau du véhicule et jusqu'à l'enclos. Donc, et dans ce cas, un seau de granulés suffit pour les guider parfois. J'ai néanmoins pu assister au travail de chiens de troupeau dans certains projets urbains quand ils s'effectuaient justement en parcours. Donc, avec des troupeaux transhumants menés par des bergers. Et là, c'est une belle collaboration entre humains et animaux, mais qu'on observe effectivement rarement en éco-pâturage urbain. Merci pour toutes ces précisions qui nous rendent déjà les scènes un peu plus concrètes. Et si on se place maintenant du point de vue des collectivités territoriales, concrètement, comment est-ce que cela se passe lorsqu'une collectivité veut mettre en place l'éco-pâturage? Alors, il y a plusieurs étapes assez variées qui vont de l'étude de la faisabilité à la fin à la gestion opérationnelle du projet. Le projet va devoir aussi être voté, donc au conseil municipal, par exemple, si c'est bien une mairie qui va gérer ça. On peut trouver en amont une étape de diagnostic territorial déjà pour identifier les lieux adaptés à l'éco-pâturage. Il faut aussi veiller au respect de la réglementation, questionner l'acceptabilité sociale du projet de la part des habitants. Et la collectivité va ensuite choisir un mode de gestion. Et là, il y a 3 possibilités qui s'offrent à elle. Il y a la régie directe. Donc, la collectivité se dote d'un troupeau et va recruter un berger, par exemple. Elle peut choisir un partenariat. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver le plus souvent avec souvent un éleveur local ou une association et puis choisir de
de pérenniser ou pas ce partenariat. Et elle peut aussi enfin réaliser un appel à projet afin de sélectionner un prestataire, qu'il s'agisse d'un éleveur ou d'une entreprise d'éco-pâturage. Et donc là, le projet sera rendu public, voilà, pour attribuer ensuite le contrat. Il convient après donc d'élaborer le projet lui-même, donc sélectionner les animaux selon leur espèce, leur race, en fonction de ça aussi, et puis donc du sol en question, hein, de la topographie, etc. Évaluer les animaux, aussi la charge animale, donc le nombre d'animaux adaptés au terrain, et enfin s'accorder sur un calendrier d'intervention. Il y a aussi dans ces projets-là des aspects financiers à prendre en compte, voir si on peut subventionner ou pas le projet. Et enfin, souvent, le moment où le projet se met en place directement sur le terrain, c'est le moment où les collectivités vont s'atteler à la communication. Et là, on va trouver vraiment beaucoup d'articles de presse, je les ai étudiés aussi, pour justement prévenir de l'arrivée des animaux sur son territoire et communiquer à ce sujet. Et donc, depuis le début de notre échange, on a évoqué rapidement les acteurs qui proposent ces prestations. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il s'agit de bergers individuels, d'entreprises, de collectivités publiques ou d'autres types d'acteurs ? Oui, tous les acteurs cités sont en effet mobilisés sur le terrain. À Paris, Nantes et Toulouse, j'ai relevé une prédominance des entreprises de paysagisme qui arrivaient donc devant les éleveurs et les associations. Ces entrepreneurs, en fait, ils vont prendre en charge plus de la moitié des dispositifs à ce moment-là. Et déjà durant ma thèse, j'observais justement des projets passer des mains d'éleveurs à celles de prestataires qui proposaient finalement des prix plus compétitifs. Donc déjà à ce moment-là, je voyais un petit peu une montée en puissance de ces acteurs privés. Quant aux gestions en régie, elles ne représentent qu'une minorité de projets parce que les collectivités préfèrent souvent déléguer ce service. D'accord. Et dans notre tour d'horizon des acteurs, donc nous avons évoqué pour l'instant principalement les acteurs humains. Si on déplace un peu la focale sur les acteurs non humains, que pourriez-vous nous dire des animaux qui sont utilisés, d'où viennent-ils et où vont-ils une fois la prestation de pâturage accomplie ? Oui, alors c'est vraiment un point intéressant que j'ai essayé aussi de mettre en œuvre dans ma thèse, d'essayer justement d'étudier les humains, mais aussi les animaux. Ces animaux-là, d'éco-pâturage, ils proviennent initialement d'élevages locaux. Voilà, quand vient le moment de constituer d'abord un troupeau, puis les acteurs souvent entreprennent de gérer la reproduction eux-mêmes. Les éleveurs, eux, le font systématiquement, hein, car les naissances sont indispensables dans les orientations lait ou viande. Mais les prestataires s'y sont également lancés afin de multiplier naturellement leurs troupeaux et répondre ainsi à une demande croissante des clients. Donc, à chaque fois que le troupeau s'agrandit, finalement, le prestataire peut répondre à une nouvelle demande et finalement placer des animaux sur un nouveau projet. Les agneaux, vont venir s'ajouter finalement à la main-d'œuvre initiale. Et concernant la fin de vie de ces animaux, il y a plusieurs possibilités chez les éleveurs. L'abattoir peut être un passage obligé pour la production de viande, ou même s'il y a aussi du lait associé à cette activité pour régler la population des jeunes mâles finalement. Chez les entrepreneurs paysagistes, par contre, non, on ne parle pas d'abattoir. L'animal va rester en éco-pâturage jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est d'ailleurs un élément de communication qui est assez important. Hein. Il y a plusieurs acteurs privés comme Éco-Mouton ou Green Sheep qui vont justement en faire un élément de valorisation de leur activité en disant que finalement ils favorisent le bien-être animal puisque leurs animaux meurent de leur belle mort. Et donc sur cette question justement du passage à l'abattoir, alors c'est une question qui n'est peut-être pas politiquement correcte, mais la majorité de ces animaux sont-ils destinés à être mangés ou est-ce que ça n'est qu'un cas exceptionnel ? Et puis comment est-ce accepté par les habitants ? Alors c'est une vaste et belle question qui a justement inspiré donc le titre d'un article que j'ai publié en 2021 dans Études rurales. Je l'avais appelé « Peut-on manger les jardiniers ?» justement, en parlant de ces animaux d'éco-pâturage qui sont à la fois des jardiniers. Dans ce texte, en fait, je questionne le paradoxe de l'éco-pâturage. Sous couvert d'écologie, on fait entrer des animaux d'élevage en ville,
Mais finalement, l'aspiration écologique va s'arrêter au tabou de la mort animale. On n'ira pas jusqu'à faire forcément un circuit court et aller jusqu'à consommer finalement ces animaux. La mort animale, elle est finalement acceptable tant qu'elle est cachée, qu'elle est lointaine, qu'elle s'opère dans un abattoir inconnu, où la viande demeure finalement anonyme dans un emballage industriel. Mais dès lors qu'il s'agit de faire entendre aux habitants que les agneaux du centre-ville seront servis à la cantine scolaire, par exemple, j'ai vraiment eu ce cas très concret, on touche au tabou et à l'inacceptable. J'ai échangé voilà avec des maires et des éleveurs qui se trouvaient dans l'impasse par rapport à cette question et qui préféraient parfois taire la provenance des animaux, occulter ce circuit court, aussi écologique soit-il. Et donc au regard de ces tensions et peut-être aussi de ce paradoxe, dans le cas de l'éco-pâturage, selon vous, peut-on parler d'élevage urbain ? Les éleveurs avec qui j'ai travaillé diraient que non, car pour eux, le travail d'élevage suppose une relation complexe, profonde, quotidienne aussi avec les animaux. Ils définiraient d'ailleurs plutôt leur activité parfois comme voilà du pastoralisme, plus que de l'éco-pâturage. Mais pour eux, justement, les entrepreneurs, ce seront pas des éleveurs. Ils vont mettre du mouton sur les parcelles. C'est une expression que j'ai vraiment retrouvée dans leur langage, dans le langage des éleveurs, hein, qui vont critiquer finalement les éco-pâtureurs, parce que pour eux, voilà, un berger qui passe juste une fois par semaine voir si les animaux vont bien et qu'ils sont toujours dans l'enclos, ben, pratique pas finalement de l'élevage, pratique pas du pastoralisme. Euh, pour moi, on peut finalement dire que cette pratique, elle est différente de l'élevage conventionnel, qui est systématiquement productif. Mais on peut voir quand même une recomposition de l'élevage finalement dans le sens où les animaux, ils sont quand même élevés à des fins économiques, mais finalement pour produire des services et pas des biens commercialisables. C'est un peu comme une forme de tertiarisation de l'élevage finalement qui va venir bousculer les catégories entre animaux de rente et animaux de spectacle, par exemple. Parce que ces herbivores qui sont en pâturage, ils vont entretenir la végétation, rendre ce service-là d'entretien en broutant. Mais finalement, on les sollicite aussi beaucoup pour leur présence, pour leur aspect esthétique et parce qu'ils produisent un spectacle urbain. Et justement, vous parliez des services qu'ils peuvent rendre. Quels sont les différents intérêts de l'éco-pâturage au-delà de la tonte, puisqu'on a compris que c'était beaucoup plus riche que cela ? Alors, les bénéfices environnementaux sont toujours au cœur de la communication de la part des acteurs, commanditaires et prestataires de projets d'éco-pâturage. On avance voilà, le bénéfice d'une tonte silencieuse, sans machine, le fait qu'il n'y ait pas de produits chimiques utilisés. On promeut aussi la biodiversité, qui est normalement voilà, permise et favorisée par la présence des animaux, mais normalement plutôt par la transhumance de ces herbivores-là, qui peuvent charrier dans leur laine et leurs sabots des graines d'espèces végétales, favoriser ainsi le renouvellement du couvert végétal et la biodiversité. Mais ces bénéfices environnementaux, ils sont toujours finalement associés à des bénéfices sociaux. Les collectivités, notamment, insistent beaucoup sur le rôle pédagogique, convivial, fédérateur de ces animaux-là en ville. Il s'agit de mammifères qui sont souvent très appréciés, donc il s'agit de faire valoir leur rôle social, esthétique aussi. Ils viennent embellir des terrains qui sont souvent laissés au second plan, comme des pelouses de parking, des terre-pleins, des fonds de cours de récréation. C'est souvent là qu'on mettra le déco-pâturage. On l'aura pas dans un parc très fréquenté parce qu'il faut pas bloquer l'accès à la population. Mais après, dans les faits, et contrairement à ce qui est généralement annoncé, le rôle social prime sur la mission écologique. On le voit par la durée et la gestion des projets. Les animaux, ils sont amenés souvent à rester plusieurs mois sur une seule et même parcelle clôturée, sans se déplacer, pour justement être visibles et disponibles longtemps pour leur public. Et or, cette sédentarité des animaux, c'est un avantage économique et logistique pour les prestataires, mais c'est aussi une catastrophe pour les sols, qui se retrouvent en situation de surpâturage, qui peuvent être tassés. La végétation peut finir par manquer une fois que tout a été consommé. Et cette végétation, elle va aussi perdre en diversité,
parce que les animaux ne mangent jamais tout, ils ont des préférences, ils ont des goûts, et ce qu'ils vont laisser, ce qu'on appelle les refus, ils peuvent quant à eux se multiplier. Donc, on peut voir des terrains pâturages qui vont en fait finir, par exemple, remplis de chardon. Donc, on a vraiment là ici un préjudice environnemental et un préjudice pour les animaux eux-mêmes qui peuvent pas forcément se nourrir convenablement sur la parcelle, qui peuvent parfois tenter de s'en échapper de ce fait, parce qu'ils voient que l'herbe est plus verte à côté. Et donc, on observe des situations paradoxales d'animaux nourris qui peuvent finir nourris au foin sur leur parcelle d'égo-pâturage, et même voir, après leur départ, une tonte mécanique de la parcelle pour justement enlever tous les refus. Donc c'est très, très intéressant, et au regard donc on voit ici quelques limites écologiques finalement qui contrastent aussi avec le discours plus politique ou marketing. Est-ce que vous avez noté d'autres formes de limites ou de critiques autour de ces projets ? Oui, tout à fait. Les critiques, elles se multiplient vraiment pour plusieurs raisons, qu'elles soient environnementales ou éthiques, je dirais. D'un point de vue environnemental, malgré une absence quasi systématique de suivi écologique sur les parcelles, j'en ai observé, mais c'est très rare. On constate en fait un appauvrissement des sols et de la biodiversité quand les animaux pâturent justement pendant de très longues périodes, avec ce type-là de contrat. Néanmoins, peu de personnes relèvent ce problème, et les griefs des habitants portent le plus souvent sur les animaux eux-mêmes, sur leur sécurité, sur leur santé. Certains vont par exemple s'indigner de l'absence de cabanes dans l'enclos. En général, il y en a, mais parfois il y en a pas, parce qu'un arbre peut suffire à les protéger en cas d'intempérie. Notamment, voilà, si on utilise des moutons d'ouessant, ce sont des animaux rustiques, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés aux conditions extérieures. Mais là, voilà, les habitants peuvent justement s'indigner, appeler des associations de protection animale, ou même aussi s'ils voient un animal qui semble malade ou décédé, qui peut arriver, alors que ça peut arriver en l'absence aussi de négligence. Donc les habitants, ils se mobilisent, mais aussi parfois à juste titre. Quand les animaux sont par exemple en pâturage sur des sites qui sont bruyants. On a eu le cas aux abords du périphérique de Paris, où il y a eu une pétition lancée. Des espaces aussi qui peuvent être dangereux, comme des abords de voies de chemin de fer, des voies rapides, des sites Céveso. Donc tout ça, ça fait quand même partie des critiques légitimes. En 2023, d'ailleurs, Mediapart a publié un article intitulé « Éco-pâturage, la guerre des moutons », pour justement critiquer la marchandisation des animaux qui sont loués comme des tondeuses en éco-pâturage au mépris de leur bien-être. C'est donc vraiment un sujet qui alimente la réflexion sur nos relations avec les animaux. Eh bien, merci beaucoup Marlène pour cette dernière réponse qui ouvre la réflexion sur d'autres enjeux de société très actuels, et merci pour tous ces éléments passionnants qui nous feront voir, je l'espère, différemment à l'avenir les animaux en pâturage dans nos villes. C'est donc la fin de ce nouvel épisode de La Chèvre et le Chou et de cette série d'épisodes consacrés aux animaux de rente en ville, où nous avons parlé poules, chevaux, vaches, chèvres et moutons dans nos villes françaises. Nous ouvrirons donc bientôt une nouvelle thématique, toujours autour de la question de la nature en ville. Et nous vous remercions pour votre écoute. Et nous vous rappelons que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur le site de Radio Anthropocène et sur toutes les plateformes musicales. À bientôt. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.